Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour revenir donc sur le back-to-back qu'on a réalisé ce week-end face aux Pistons et face aux Knicks, avec deux défaites, on va revenir sur un peu tout ça. Mais on va commencer par un point infirmerie, parce que là ce qui s'est passé ce week-end, c'était une hécatombe, ça a été une dinguerie. On avait beaucoup parlé dans la dernière vidéo du fait que Jaden Ivey n'avait pas joué contre Toronto. Et Wes Unseld Jr., qui était le coach ce soir-là, a expliqué après le match que ben, voilà, c'était un choix, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs sur les postes arrière et que donc ben, voilà, ils avaient décidé de ne pas faire jouer Jaden Ivey. Et le lendemain, le vendredi, Billy Donovan, qui est revenu à son poste après être allé assister à l'enterrement de son père, a confirmé ça, mais a aussi dit que donc Jaden Ivey ne participait pas à la séance du jour, donc vendredi, et qu'il il allait passer des examens au niveau de son genou, parce qu'il y avait une petite gêne, mine de rien, qu'il aurait pu éventuellement jouer le jeudi, mais qu'ils ont préféré voilà, faire un petit peu précaution. Donc, ils ont fait ça, et le samedi dans l'après-midi, à quelques heures du match le soir contre les Pistons, euh, on apprend que il sera réévalué dans 2 semaines. Ce qui, en langage Bulls, fait flipper. À chaque fois que les Bulls te disent il sera réévalué dans 2 semaines, tu peux le traduire par on va pas le revoir de sitôt le pépère. Hein, et sachant que Jaden Ivey a quand même eu des gros soucis, je suis pas du tout, mais alors pas du tout rassuré. Surtout que dans le même communiqué, il te donne des nouvelles de Zach Collins, qui lui aussi devait être réévalué dans 2 semaines quand il s'est blessé fin décembre au gros orteil ou à l'orteil. Et lui, par contre, eh ben, il a tellement été bien réévalué que 6 semaines après cette blessure, 7, 8 semaines même après cette blessure, eh ben, ce mardi, là, aujourd'hui, il va se faire opérer. Voilà. Et donc, fin de saison pour Zach Collins, 8 semaines après la blessure. Donc voilà. Donc du coup, pour Jaden Ivey, ça fait flipper. Je ne sais pas si on va le revoir cette saison et je serais très étonné que ce soit le cas. Et comme si ça suffisait pas, euh, dans le match face à Détroit samedi, c'est Anthony Simmons qui s'est blessé en première mi-temps au poignet gauche en essayant de poser un screen. En fait, il a pris un contact sur son poignet et il a ressenti une douleur. Il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Donc lui aussi va passer des examens et on va voir ce que ça va donner. Et le lendemain, dans le match du back-to-back contre les Knicks, c'est Jalen Smith qui s'est blessé au mollet gauche, ou plutôt qui s'est re-blessé au mollet gauche, parce que ça fait à peu près 3-4 semaines maintenant qu'il joue 2 matchs, et puis il rechute. Il loupe 2 matchs, il revient, il en joue 2, il rechute, et ainsi de suite. Et donc voilà, on continue de jouer avec sa santé, le mec est pas guéri, ça va un peu mieux, vas-y, retourne jouer. Puis en plus, vas-y, un back-to-back et tout, titulaire, pas de problème. Hein. Et donc, bah, rechute, et c'est voilà, la spirale infernale qui. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'on fait avec ces. Je sais pas ce que fout ce foutu staff médical, parce que c'est pas comme si on avait besoin impérativement que Jalen Smith revienne, comme si on jouait quelque chose sur cette fin de saison. S'il est blessé, s'il ressent encore de la douleur, infirmerie, et ça bouge plus. Qu'est-ce qu'on a besoin de le faire revenir à chaque fois au bout de 5-6 jours en disant ouais c'est bon ça va mieux et bam et derrière il se répète. Ça fait 3 fois qu'on fait ça, va peut-être falloir se calmer maintenant. On joue rien, ok. On est en train d'essayer de bien se placer pour la draft. Smith, s'il est blessé, il ne joue pas. C'est quand même pas compliqué. On fait quoi? On joue avec sa santé là jusqu'à ce que ça pète pour de bon et puis après il va devoir se faire opérer aussi? Non mais oh, non mais franchement, à quoi on joue? Non, c'est pas normal. Bref, bref. On a déjà assez parlé du staff médical, ça me gonfle déjà suffisamment comme ça. Donc on va suivre l'évolution de toutes ces blessures, sachant que donc Anthony Simmons devait passer des examens aujourd'hui, et le staff n'était pas rassuré apparemment à ce niveau-là. Il pense que ça peut être quelque chose d'assez conséquent, assez grave. Donc on n'a pas eu de nouvelles depuis. Hein. Il a passé ses tests là ce lundi, mais il n'y a pas eu de tweet, il n'y a pas eu de communiqué, rien. Donc peut-être que demain on nous dira qu'il sera réévalué dans 2 semaines et on ne le reverra pas jusqu'à la fin de saison, comme ça fait avec les autres. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas dispo pour le match de ce soir contre Charlotte. Donc affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner par la suite, ce qu'il en sera une fois qu'on aura les résultats des examens. Pour ce qui est des matchs qu'on a fait donc ce week-end,
on vient quand même de disputer un back-to-back face à deux rivaux historiques, hein, quand même, s'il en est, les Pistons et les Knicks, avec deux matchs relativement similaires dans le scénario au final, avec une première mi-temps de qualité, où on a fait des jeux à peu près égaux avec l'adversaire, pas forcément toujours de la même manière, hein. On a eu parfois une bonne réussite à 3 points, notamment le premier quart-temps face aux Pistons, on fait 8 sur 9 derrière l'arc, donc c'est quand même extraordinaire. Et puis parfois, c'est plus en étant voilà, plus à l'aise à l'approche du cercle, comme face aux Knicks, où on a vu pas mal de bons paniers à l'intérieur voilà, dans les premières minutes du match, avec beaucoup de rebonds offensifs, des drives, des paniers près du cercle avec Nick Richards, avec Jalen Smith ou avec des cuts de Isaac Okoro, entre autres. Donc ça a été voilà, plutôt plaisant. Et puis, dans les deuxièmes mi-temps, par contre, il y a eu un peu plus de difficultés, avec des défenses qui s'adaptent aussi, qui se mettent à jouer plus physique et qui justement t'interdisent d'aller au cercle, qui t'empêchent vraiment de développer cet aspect-là de ton jeu. Il y a moins d'espace à exploiter, moins de possibilités de mettre du rythme, et du coup on perd pas mal de ballons sur jeu placé, et ça perturbe, ça court-circuite totalement notre attaque, et on a du mal à s'en sortir. Face aux Pistons, on a énormément souffert, un peu comme les Raptors en fait, 2 jours plus tôt, où les Raptors avaient imposé le défi physique, et on a fait non. Là, face aux Pistons, c'était peut-être moins prononcé en termes de on va refuser, mais on n'a quand même pas non plus livré une immense opposition. On a pris un gros retard, et puis après, bon, on le perd, voilà, on le perd de pas beaucoup au final, mais enfin, on aurait dû se faire bien plus exploser que ça. Et voilà, on a été incapable de vraiment, comment dire, euh, résister tout simplement à ce que les Pistons ont fait face à nous. Alors que face aux Knicks, on a été, euh, on a été capable de faire de bons efforts pour rester dans le match tout le long. Ça s'est vraiment joué sur la fin de match, où on a été un peu incapable de contenir les pick and roll entre Bronson et Karl Anthony Towns. Et Towns nous a flingué avec plusieurs gros shoots. Un 3 points, un lay-up où il fait une feinte sur celui qui vient faire le contest à 3 points, et ça lui ouvre le chemin du cercle. Et puis une autre fois où il drive et il ressort la balle sur Michael Bridges qui claque un 3 points juste devant le banc des Bulls en forme de dagger dans la dernière minute. Donc ça a été voilà, une nouvelle défaite, mais celle-ci était plus serrée. On a été dedans quasiment jusqu'au bout. Et c'est en termes d'effort et en termes de ce qu'on a été capable de montrer balle en main aussi, même si ça n'a pas tout été parfait non plus, mais c'est peut-être notre match le plus abouti sur cette série de défaites en cours, qui en a quand même à 9. Donc voilà, c'est peut-être un match sur lequel on doit s'appuyer un petit peu, parce qu'on a vu de bonnes minutes de la part de ceux qu'on voulait voir. On a livré un match qui a été plaisant à suivre quand même dans l'ensemble. On a bien bataillé, il y a eu des gros hustle play. Mais voilà, après ensuite on a flanché sur la fin. Donc voilà, si on fait ce genre de choses-là sur les matchs qui restent sur la fin de saison, ce sera pas dégueulasse, quoi. Je pense que pas grand monde va faire la gueule, même si évidemment les joueurs et le staff aimeraient bien, voilà, ils veulent gagner des matchs, hein, et tu vois qu'ils veulent essayer de briser cette série négative, et on sentait dans les interviews d'après-match, notamment de Josh Giddey, que ils étaient quand même un peu gavés de tout ça, et que voilà, je pense que ce serait pas étonnant que ce soir, face à Charlotte, les mecs se pointent ultra motivés, et qu'ils aient vraiment à cœur de mettre fin à cette série de défaites, quoi. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, on va faire un petit peu quelques joueurs de manière individuelle. Déjà, Gershon Yebuzele, dans le 5 de départ pour les deux matchs, et il a été très bon sur les deux matchs. Dans des registres un peu différents d'ailleurs, c'est ça qui était assez intéressant. Face aux Pistons, il a démontré toutes ces belles qualités de passeur, de vision du jeu. Il voyait un mec démarqué, hop, il lui filait la balle sur des cuts, etc. Il a signé 8 passes décisives, ce qui est un record en carrière pour lui. Donc, il a même frôlé le triple-double, parce qu'il a 9 rebonds et 13 points de mémoire. Enfin bref, il n'est pas passé loin d'un triple-double qui aurait été quand même assez improbable. Et puis le lendemain, face aux Knicks, il a rentré des gros shoots à 3 points d'entrée, un peu pour montrer aux Knicks, tu vois, ils ont un peu merdé avec lui cette saison, en lui donnant quasiment pas de temps de jeu. D'ailleurs, le premier panier à 3 points qu'il met, il se retourne vers le banc des Knicks, il leur fait un bisou comme ça, genre, hey, vous vous rappelez de qui je suis un peu, et je vais vous montrer. Et voilà, il a été encore une fois très bon dans ce match, avec aussi euh, des hustle play, une défense active, etc. Et mine de rien,
sur les 7 matchs qu'il a disputés depuis qu'il est chez nous, il tourne à 43,2% à 3 points, ce qui est quand même assez fabuleux. Et puis c'est pas en prenant un ou deux par match, quoi. Il en prend plus de 5 par match, quoi. Donc c'est un beau volume, c'est des très très bons pourcentages. Et voilà, il fait du bien pour ça, pour sa défense, etc. Donc franchement, c'est vraiment cool de... Pas juste parce qu'il est français, mais tu vois, c'est vraiment cool de l'avoir dans la rotation, dans le 5 de départ. Et puis voilà, il fait des super choses. Donc continue comme ça, mon Gershon. Et puis voilà, ça va être super fun à suivre, quoi. Et puis en plus, ça permet de décaler Matas en poste 3, parce on avait donc Yabusele et Smith sur les deux postes intérieurs. Et Matas, on l'attendait au tournant, après son match absolument cataclysmique face aux Raptors. Et il a su relever la tête un petit peu quand même dans ce back-to-back, malgré encore un peu trop de paniers à 3, enfin un peu trop de shoot à 3 points à mon goût, où tu vois, j'aimerais bien des fois qu'il essaye un peu plus d'aller attaquer le cercle. On a vu quelques cuts, on a vu quelques drives par-ci par-là, mais voilà, plus de la moitié de ses shoots sont des 3 points, et je pense que ce serait bien d'essayer de réduire un petit peu ça. Mais bon, voilà, il a été actif, il a été capable de se montrer, de se mettre en évidence. Même en défense, où il a été extrêmement actif. Le match face aux Pistons, il claque quand même 6 contre, ce qui est un record en carrière pour lui. Donc voilà, il a su assez vite relever la tête après son match contre les Raptors en disant, bon, ok, celui-là je l'ai merdé, mais voilà, ceux d'après je vais relever la tête. Et c'est ce qu'il a fait dans l'ensemble. Après, moi, je suis un peu tatillon en disant que j'aimerais bien qu'il attaque un peu plus le cercle parce qu'il en est capable, il a les qualités athlétiques pour. Peut-être pas forcément le dribble, mais voilà, tu peux quand même aller en cut, t'as pas besoin du ballon, tu cut et puis tu récupères la balle et tu claques des dunks. On l'a vu faire ça plein de fois et ce serait bien de le voir plus souvent faire ça parce que bah voilà, quand il attaque le cercle comme ça, lancé, bah, c'est 2 points faciles, quoi. Donc voilà. On peut aussi parler de Isaac Okoro qui est très bon depuis la reprise. Et tu sais, moi, chaque lundi, je poste un article baromètre de la semaine avec voilà, tous les joueurs qui sont classés en fonction de ce qu'ils ont fait dans la semaine. Et là, j'ai mis Isaac Okoro en tête cette semaine, quoi. Il a été le meilleur, tout simplement, parce que on l'a vu progressivement abandonner un peu ce rôle à la Keith Bogans où il attend dans le corner à 3 points. Et puis on a bien vu face à Toronto notamment, mais aussi sur les matchs avant la coupure, je crois que le match contre Boston, c'était ultra flagrant, où tout le monde le laissait totalement ouvert. Les mecs étaient à 4-5 mètres de lui, puis ils étaient là, bah vas-y, shoot, mon con, on va pas s'emmerder à venir faire le contest. Et du coup, au lieu de lui shooter comme un con, et bah il a dit, vous me laissez l'espace, boum, j'attaque le cercle. On a vu beaucoup de drive, on a vu beaucoup de cuts, des bonnes finitions au cercle, en encaissant le contact, en mettant ses lancers francs. Donc il a été extrêmement actif à ce niveau-là. Et puis même défensivement, il a fait des bonnes choses avec des voilà, en se retrouvant sur des types plus grands que lui, mais il arrive à compenser un peu avec sa puissance. Donc voilà, et il a aussi rentré des shoots lointains. Voilà, sur les 3 matchs de la semaine, il a quand même mis 3 paniers à 3 points à chaque fois. Donc voilà, le fait d'attaquer le cercle, ça le met en confiance et derrière, il est capable de rentrer ces shoots-là plutôt que systématiquement prendre des shoots à 3 points avec personne autour et voilà, il se sent pas forcément respecté. Et là, il a été un peu mieux à ce niveau-là et je pense qu'on est sur la meilleure période d'Isaac Okoro depuis qu'il est au Bulls. Donc voilà, pourvu que ça dure parce que bah, quand il est capable de faire ça, d'attaquer le cercle, de cutter, d'aller provoquer un peu des lancers, et bah, c'est tout de suite beaucoup plus enfin, ça bénéficie aux Bulls beaucoup plus, quoi. Donc pourvu que ça dure. Et un autre comme ça aussi, on peut aussi parler de Patrick Williams, euh, qui affiche pas des stats ou des pourcentages de dingue, hein. On va pas se relever la nuit en disant oh mon dieu, c'était génial. Mais euh, on a quand même vu des bonnes choses, et notamment des bons choix balle en main, où on le voit souvent partir en drive et voilà, trouver le mec sous le cercle, notamment Richards ou Yabusele, ou ressortir la balle sur un shooter extérieur. Donc voilà, on a vu quand même de bonnes choses en termes de vision du jeu, de QI basket, pour faire les bons choix tout simplement. Alors après, voilà, il a rentré quelques shoots, mais il a aussi envoyé pas mal de bricasses de loin. Mais voilà, il y a un peu mieux en termes de je sais quoi faire quand je pars en drive, plutôt que je pars en drive et puis une fois dans la raquette, je fais bon, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois. Donc voilà, quand il part en drive, il y a quelque chose au bout, tu vois. Et ça, c'est déjà intéressant. Donc pareil, pourvu que ça dure, parce qu'on sait qu'avec Patrick Williams, la régularité, c'est un concept assez flou, mais là, il a été très intéressant sur ces derniers matchs, donc voilà, pourvu que ça dure. On peut aussi parler de Trey Jones qui revient de blessure et qui, bah, comme à son habitude, voilà, les mains actives, les déviations, gros QI, balle en main.
quasiment aucun ballon perdu. Le mec, il te donne 5 passes décisives en moyenne en sortant du banc, c'est quand même du luxe, quoi. Quand ton meneur remplaçant est capable de faire des matchs à 5-6 passes décisives et 0 ballon perdu, bah voilà, et puis en plus, il est actif en défense, il va mettre ses lay-ups en transition, donc il a probablement plus brillé que Josh Giddey qui a été excellent face aux Pistons avec 27 points à 10 sur 16 ou 17, je sais plus. Mais par contre, face aux Knicks, il a quasiment pas existé, quoi. Il était invisible sur ce match-là voilà, c'était un peu plus laborieux, quoi. Et puis Rob Dillingham, Rob Dillingham, face aux Pistons, encore moins de 10 minutes, comme face à Toronto. Mais face aux Knicks, il a profité à la fois de la blessure d'Anthony Simmons, puis les restrictions de minutes en back-to-back pour Josh Giddey et Trey Jones qui donc reviennent tout juste de blessure. Donc là, il a eu plein de minutes, il a eu plein d'opportunités de se montrer. Il a notamment fini les cartons à chaque fois. Et voilà, balle en main pour vas-y, montre-nous ce que tu peux faire. Et c'était plutôt cool. Alors, il a fait des erreurs, c'était pas toujours fluide. Parfois, il compte un peu trop sur sa vitesse et pas forcément sur grand-chose d'autre. Mais c'est normal, il est là pour apprendre, pour faire des erreurs et pour revenir le match d'après en corrigeant quelques trucs, etc., pour progresser. Donc, il doit continuer d'avoir 10 minutes dans cette fin de saison, se tromper, progresser. Et c'est comme ça qu'on va voir ce qu'il est capable d'apporter. Il y a eu des bonnes séquences, il a volé des ballons, il a écrasé un dunk en transition, mais il a aussi des moments où il a mis des bons paniers. Il a rentré des shoots à 3 points, même s'il a un geste qui n'est pas forcément toujours ouf ouf, il est un peu raide, quoi. Mais voilà, on a vu des bons petits trucs par-ci par-là, quelques bonnes passes, des trucs un peu plus compliqués, mais c'est normal, à l'âge qu'il a, avec le très peu d'expérience qu'il a depuis qu'il a été drafté, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais justement, là, c'est la plateforme idéale, c'est le moment parfait pour lui donner des minutes, qu'il fasse des erreurs, parce que ça aura aucune conséquence, et voilà, qui poursuive son apprentissage et qu'on voit ce qu'on a avec lui pour la saison prochaine, quoi. Donc, voilà, on va espérer que ça continue pour lui, qu'il ait encore pas mal de minutes pour la suite. Et la suite, bah, c'est Charlotte cette nuit, avec potentiellement une 10e défaite consécutive euh, à l'arrivée, quoi. Donc le record de franchise, c'est de 16 défaites pendant la saison 2000-2001, et il n'y a que 8 séries de défaites qui sont plus longues que celles qu'on est en train de vivre actuellement. Donc là, on est sur 9. Il y a 5 séries de 10 défaites au fil des années dans l'histoire des Bulls. Et le maximum, le record, c'est 16. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. Est-ce qu'on va voilà, grimper dans les 8-9 plus longues séries de défaites de l'histoire de la franchise. Sachant que Anthony Simmons sera donc absent pour nous. C'est bien, ça va laisser des minutes à Rob Dillingham. Et par contre, Kobe White devrait, enfin, pourrait jouer. En tout cas, il a l'air d'être dispo. Et s'il joue, ce sera son premier match sous son nouveau maillot des Hornets. Et ça arrivera au United Center, ce qui serait quand même assez paradoxal. Mais voilà, il pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, là où il a passé les 7 premières saisons de sa carrière NBA. Donc c'est quand même, voilà, ce sera intéressant de voir ça. Après, je pense que s'il y a un match que les Bulls vont gagner prochainement, c'est celui-ci, histoire d'essayer de briser la série de défaites. Parce que ceux d'après, voilà, jeudi, on reçoit Portland. Et dimanche, à 21h30 en plus, horaire français, on reçoit Milwaukee. Et ces deux-là, victoire interdite, j'ai envie de dire, si on se place dans la perspective du play-in, pas du play-in, n'importe quoi, de la draft, rien à voir avec le play-in, et du tanking, ces matchs-là, on doit les perdre, quoi. Parce que si on peut offrir une victoire à Portland et que ça les aide pour eux aller en play-in et ensuite aller en play-off, c'est tout bénef pour nous. Si Portland va en play-off, on récupère leur pick de draft au premier tour. Alors s'ils vont en play-off et qu'ils sortent au premier tour, ce sera un pick 15, 16, 17 ou 18, mais en gros, ça nous ferait deux picks dans le top 18 de la draft pour élargir. Donc ce serait extrêmement intéressant. On parle d'une draft qui est quand même assez dense, qui a pas mal de profondeur. Donc si on peut récupérer un deuxième pick dans le premier tour et qu'il soit voilà, autour de 15, 16, 17, 18, c'est parfait. C'est très très bien. Ce sera une très bonne opération. Et puis Milwaukee, bon bah voilà, ils nous sont passés devant il y a pas longtemps, juste avant la coupure. Et donc, bah voilà, si on peut continuer de faire en sorte qu'ils prennent leur distance et qu'on soit incapable de les rattraper, ce sera évidemment
une bonne opération pour nous. Donc, idéalement, j'ai envie de dire, histoire de voir une victoire quand même de temps en temps, essayons de battre Charlotte cette nuit, sachant qu'on n'a pas gagné un seul match en février. Donc, si on doit en gagner un, bah, gagnons ce soir contre Charlotte. Et puis après, bah, perdons contre Portland et Milwaukee, qui sont des défaites qui nous arrangeraient pour la suite, quoi. Donc, voilà. Et puis, il faut aussi surveiller Memphis. Même s'ils ont perdu cette nuit contre les Kings, ils sont pas si loin que ça finalement au classement. Et sachant qu'on a 2 confrontations directes face à eux au mois de mars, si on les négocie bien celles-ci, il y a peut-être moyen d'ici la fin de saison, d'ici la mi-avril, de les rattraper, voire de leur passer devant en termes de classement pour la draft. Donc, sachant que si tu prends leur place et que tu es 8e au lieu de 9e au niveau des pires bilans, tu prends 6% de plus en termes de chances pour accéder à un top 4. Donc, à ce moment-là, il faut prendre tout ce qui se présente, hein. Donc, on va suivre ça de loin. C'est encore un peu, voilà, pour plus tard. Le focus, ça va être Charlotte ce soir, avec peut-être les débuts de Kobe White face à nous, ce qui serait assez paradoxal. Mais voilà, on va suivre ça. Donc, prochaine vidéo, bon, on va laisser passer Charlotte et Portland parce que bah, je vais être à l'étranger, donc j'aurai pas vraiment le temps de faire de vidéo. Je vais sûrement le temps de voir les matchs, faire les articles, mais après, pour les vidéos, ça va être plus compliqué. Et puis, bah, je pense vidéo après le match de Milwaukee, dimanche soir. Comme ça, on fait un point sur ce qu'on a vécu cette semaine. Et puis, on verra où on en est en termes de classement pour bien se placer pour la prochaine draft. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, Go Bulls.